Si je souhaite faire une acquisition, par exemple, d'un capteur analogique ici, je vais devoir envoyer la valeur du capteur analogique, mais je vais devoir envoyer aussi la valeur du temps qui s'obtient par la fonction milice. Je vais séparer ces deux entités par le point-virgule. Et donc dans le programme Python, je vais définir un certain nombre de points à acquérir. Je vais déclencher l'acquisition sur la lettre D. Et ensuite, je vais rentrer dans une boucle de n acquisition, ici. Je vais envoyer donc le signal pour dire que je souhaite acquérir. J'envoie la lettre A que je récupère ici. Et donc, je vais recevoir sur une même ligne la valeur du capteur analogique, le temps séparé par une point-virgule. Et donc, lorsque je vais lire le port série, je vais devoir non seulement décoder, ça c'est habituel, mais je vais devoir séparer les valeurs en deux avec le séparateur point-virgule. Et donc, la première valeur de cette ligne, ici, je vais prendre sa valeur entière et je vais la mettre dans la liste data. Et puis la deuxième valeur de cette ligne, réponse 1, je vais prendre à nouveau sa valeur entière, je vais diviser par 1000 pour passer en secondes, et je vais l'ajouter à la liste time. Ensuite, je vais récupérer la première valeur du temps, ici, puisque la fonction milice n'étant pas nulle, puisque le programme s'est lancé depuis un certain temps, je vais enregistrer dans la variable initTime la première valeur du temps lu grâce à la fonction milice. Ça me permet ainsi de définir le temps absolu, qui sera donc listTime de i moins initTime, pour commencer à t égale à 0. Ensuite, je peux, une fois que j'ai acquis ces données, filtrer le signal. Donc par exemple ici, j'ai fait une fonction de filtrage passe-bas, voilà, qu'on reconnaît. On peut noter que le temps dt d'échantillonnage de ce filtre est obtenu entre la différence entre la première valeur, par exemple, et la deuxième valeur de la liste time. Voilà, j'applique mon filtre, ici, et ensuite je réalise un tracé de la version normale, non filtrée, et puis une version filtrée, et ensuite j'affiche des options d'affichage. Si je lance mon programme, on voit qu'il y a un certain temps d'attente que je vais expliquer juste après, et donc dès que je suis prêt, j'appuie sur la lettre D. Voilà, j'obtiens donc les mouvements que j'ai effectués. Donc on voit en bleu le signal normal et en mauve magenta le signal filtré. Donc on a des très bons résultats. Et si j'explique le temps de départ, en fait, c'est parce que lorsque vous lancez le programme Python, vous lancez l'ouverture du port série, ici, et vous faites un reset aussi de la carte Arduino. Donc vous avez un temps d'initialisation de la carte, non seulement le timeout du port série, mais également le temps d'initialisation qui souvent se voit avec le clignotement de la LED qu'on voit sur la carte. Et donc par précaution, pour veiller à ce que l'initialisation soit terminée, j'ai mis un temps de 3 secondes. Si je souhaite afficher la position et la vitesse de ma roue via les encodeurs optiques ici, je vais confère le tuto sur les encodeurs, je vais utiliser la fonction de bas niveau Digital Write Fast. Ensuite, je vais déclarer toutes les variables utiles, je vous laisse regarder, mais il n'y a rien de particulier. Je vais paramétrer mes pattes. Je vais attacher deux interruptions avec uniquement le front montant. Les fonctions do encodeur AA et encodeur AB sont déclarées à la fin du programme et mettent à jour les variables de position de l'encodeur. Ensuite, je lance le port série. Et ensuite, dans le void loop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à jour justement la vitesse et la position à partir des variables d'interruption. Donc là, pareil, rien de particulier, je mets à jour. À noter qu'il faut bien mettre le 360.0 pour éviter les problèmes dont j'avais parlé sur les entiers, hein, puisque tout ça, ce sont des entiers. Donc attention à bien passer en réel. Et ensuite, dans la boucle, je vais tout simplement attendre que quelque chose soit disponible sur le port série. Je vais le lire. Si ce que je lis est un P, je renvoie la partie entière de la position pour éviter les problèmes de conversion à la réception. Et si c'est un V, je renvoie la vitesse. Et puis je fais un reset de l'ordre pour éviter que ça soit renvoyé en permanence. L'ordre, à ce moment-là, ne sera lu qu'une seule fois. Dans le programme Python, là, j'utilise les fonctions habituelles, mais je vais importer la bibliothèque DrawNow, qui s'installe exactement comme PySerial, c'est-à-dire que vous ouvrez la console Anaconda, et vous utilisez la ligne de commande conda install DrawNow, ou vous utilisez le script dont j'ai parlé au début de ce tuto. Ensuite, on a besoin de paramétrer le port série, de l'ouvrir, d'activer le mode interactif de PyPlot, donc ça c'est très utile. Ensuite, là j'ai choisi une boucle infinie. Et ensuite, j'ai choisi d'envoyer les commandes séparément et pas avec un point-virgule comme d'habitude. J'envoie le P, j'attends que quelque chose soit en retour, et ce qui est en retour, je prends sa valeur entière, après l'avoir décodé,
et avoir enlevé l'anti-r et l'anti-n. Et je leur enseigne dans la liste position. Même chose pour la vitesse, pas de problème particulier. Ensuite, je lance justement la fonction drawNow dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en fait est en rapport avec la fonction makefig, qui en fait sert à paramétrer la zone de tracé, c'est-à-dire qu'on définit les zones, les limites sur Y, le titre, la grille, les labels, et on trace justement la liste position. On met une légende. Ensuite, on va utiliser une deuxième échelle avec la fonction twinX, une deuxième échelle secondaire sur l'axe des Y. Et puis, on va donc empêcher PyPlot de mettre un format automatique justement sur ces axes des Y. Enfin, pour éviter que la taille de la liste devienne trop grande, on fait évoluer la variable i, et lorsque i dépasse 50, donc la taille de ma liste également dépasse 50, on va tout simplement effacer le premier terme de la liste. A noter ici qu'on peut rajouter des temporisations avec le type.sleep, moi je m'en sers pas au final, qu'on peut limiter la fréquence de fonctionnement avec la fonction rate, ça c'est pour éviter les bugs éventuels lors de l'affichage de drawNow, mais là aussi je m'en sers pas. Alors si on lance le programme, on a donc en rouge la position angulaire, voilà, et on a en bleu la vitesse. Et donc on a un affichage avec deux échelles simultanées et en temps réel, donc c'est assez satisfaisant. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser un asservissement en position et en vitesse via Spider, donc via Python. Donc on va commencer par une démo. Si on lance le programme d'asservissement en position, pour 1000 degrés ici, voilà, on a la réponse asservie, donc en position, sur 1000. On peut faire la même chose sur un asservissement en vitesse, cette fois-ci à 40 radians par seconde. Voilà. Et donc je vais vous expliquer un petit peu les démarches qu'il faut suivre pour aboutir à ce résultat. Le principe, c'est que dans le programme Arduino, vous allez donc paramétrer comme d'habitude les encodeurs, voilà, vous allez paramétrer les pattes de votre moteur, confère les vidéos sur les encodeurs et sur les moteurs. Donc là, il n'y a rien de particulier. Ensuite, vous allez attacher deux interruptions. Moi ici, j'ai utilisé que les fronts montants. Et donc en fin de programme, vous aurez donc les fonctions doEncoder A qui seront présentes et qui vont naturellement mettre à jour la variable correspondant à l'encodeur. Et ensuite, vous allez lancer le port série, classique. Ensuite, vous allez rentrer dans la boucle et vous allez faire un aller-retour permanent entre Arduino et Python. Donc le premier qui va déclencher, c'est le programme Arduino qui va en fait envoyer en permanence dans le void loop, qui va envoyer le temps, qui va envoyer la position et le oméga. Cette position et ce oméga en fait sont calculés juste après, à partir donc des variables dont j'ai parlé précédemment sur l'interruption. Donc il calcule un delta position, etc. Bon là il y a qu'on faire les tutos sur les encodeurs, il n'y a rien de particulier. Une fois qu'il a envoyé son temps, sa position et sa vitesse, et qu'il a mis à jour ces variables, il va attendre en fait un message de retour de la part de Python. Alors en ce qui concerne Python, on a l'ouverture du port série, la vitesse, on a un temps, alors je sais pas si c'est nécessaire, mais c'est vrai que lorsque Python lance le programme Arduino, la carte Arduino met du temps à s'initialiser, donc j'ai mis un temps d'attente. Est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas. Ensuite, pareil, le mode interactif, il peut être utile, là je m'en sers pas, mais ça peut être utile lors d'un tracé interactif. Ensuite, bon, des variables qui sont utilisées par la suite. Ensuite, on va paramétrer un graphe qui nous servira à afficher les variables. Donc là, rien de particulier. Et puis ensuite, on va rentrer dans une boucle où on va acquérir NB points. Et donc, il va réceptionner le premier message envoyé par Arduino, c'est-à-dire le temps, la position et la vitesse, dans l'ordre, séparés par un point-virgule. Il va donc, s'il ne reçoit rien, il va attendre, et dès qu'il va recevoir quelque chose, il va le décoder en ASCII, il va le séparer avec le point-virgule. Et ensuite, il va récupérer la réponse 1, ce sera donc la position, la réponse 2, ce sera la vitesse, et la réponse 0, ce sera le temps. Donc il renseigne des listes correspondantes, donc ici pour la vitesse, ici pour le temps. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va faire? Ben, à partir d'une consigne qu'on a rentrée au début du programme, moi par exemple ici c'est 40, et donc de la vitesse actuelle, c'est-à-dire liste vitesse de i, je vais calculer l'erreur de vitesse, et puis ensuite je vais calculer ce qui va me servir pour le PID, c'est-à-dire la somme de l'erreur. Voilà. Ensuite je vais faire une saturation, c'est facultatif, de cette somme d'erreurs, et puis je vais calculer le delta erreur, qui va me servir pour le terme dérivé. Et ensuite, on aura juste à affirmer que la commande qu'on va envoyer au moteur, ce sera la partie entière de la somme des trois commandes P, I et D. Ensuite, on met à jour l'erreur précédente, on l'enregistre pour la boucle suivante. Et ensuite, on peut, enfin c'est nécessaire, il faut saturer la commande qu'on a obtenue ici. Il faut la saturer sur 8.8 pour pas que ça dépasse les 255 acceptés par le shield moteur. Et on peut facultativement définir une zone morte, c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit que le moteur ne tourne pas en dessous de 40. Donc on peut, si on veut, définir une dead zone, là c'est facultatif aussi. Et donc une fois qu'on a élaboré cette commande, qu'on l'a donc obtenue à partir du PID, qu'on l'a saturée, qu'on a éventuellement tenu compte d'une zone morte, on va à ce moment-là fabriquer le message qu'on va envoyer sur le port série, c'est-à-dire que si cette commande est positive, on envoie un plus en caractère avec la chaîne de caractères de la commande, donc par exemple 1, 2, 7. Et si la commande est négative, à ce moment-là, on va prendre l'inverse, de manière à avoir une commande positive, et c'est nous qui allons fabriquer le moins avec la chaîne de caractères de la commande. On envoie cette commande par le port série, et on attend la prochaine boucle. Et donc, dans le programme Arduino, on va réceptionner ici, on va attendre qu'il se passe quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose sur le port série, donc en l'occurrence la commande qui a été fabriquée ici, on va la réceptionner et on va lire le signe avec serial.read, donc pour lui c'est une chaîne de caractères, donc il va prendre que le moins, et ensuite on va prendre la commande avec la fonction parseInt, donc il va prendre que la valeur entière que vous avez obtenue à partir de votre calcul ici de PID. Et puis ensuite, si il a réceptionné un signe négatif, alors il commande dans un sens le moteur et il envoie la commande. Et si le signe est positif, il va commander le moteur dans l'autre sens et il va à nouveau envoyer la commande. Et il va simplement attendre, boucler, et il va, après 20 millisecondes, réenvoyer le temps qui s'est écoulé, sa nouvelle position et sa nouvelle vitesse, qui vont être utilisés donc à nouveau par le programme Python au tout départ. Alors qu'est-ce qu'il faut noter de particulier? Il faut noter quelque chose d'assez important dans le programme Arduino, c'est qu'en fait on rencontre vite des problèmes de temps d'échantillonnage, et c'est pas vraiment le temps qui est ici qui compte, c'est pas ça qui compte. En fait ce qui compte le plus, c'est lorsqu'on lit ici le parseInt, par exemple ici. En fait, on va être limité par ce qu'on appelle le timeout. Et ce timeout, par défaut, il est, je crois, à 1 seconde. Et c'est ça qui va limiter la transmission. Si vous souhaitez acquérir plus rapidement, il faut que vous diminuez, là j'ai mis 10 millisecondes de manière arbitraire, c'est le temps qui va s'écouler pour lui, pour les fonctions parseInt et parsefloat, c'est-à-dire qu'il va détecter un entier ou un réel, et ce temps-là, il va obligatoirement s'écouler avant qu'il s'autorise à en acquérir un autre. Enfin, pour terminer dans le programme Python, en fait, on va tout simplement tracer la liste des temps et la liste des vitesses, et ensuite je construis une commande qui est égale à 0, et je l'envoie pour arrêter le moteur, et je ferme le port série. Je remontre une démonstration de réponse en position, où j'ai mis une consigne de 1000 degrés. Donc on voit qu'il y a un affichage décalé dans le temps, c'est-à-dire que c'est pas immédiat, mais bon, ça gêne très peu pour cette application. Et on voit ici qu'il y a un échantillonnage qui est relativement satisfaisant. Alors comme autre développement, on peut s'amuser à essayer d'asservir la vitesse de mon moteur en fonction de la position ici de ma main par rapport au capteur infrarouge, et essayer de faire un affichage dynamique à l'aide de VPython. Pour ça, donc, on va importer la bibliothèque VPython, ici, qu'on trouve sur le net, et on nous explique, lorsque on souhaite l'installer, qu'il faut bien veiller dans Anaconda à taper la ligne de commande suivante. Une fois qu'on a installé correctement cette bibliothèque, on va suivre les recommandations qui sont sur le site internet, c'est-à-dire qu'on nous explique que pour créer un objet, on a tout un tas d'objets de base, une flèche, une boîte, voilà, tout un tas de choses, des cylindres, etc.
Et on a tout un tas d'opérations disponibles, des rotations, des animations, etc. L'affichage de texte, etc. Donc j'ai suivi ces recommandations et j'ai mis en place un monde virtuel. Donc j'ai créé un canevas, j'ai orienté ce canevas. Donc il faut veiller à l'orientation du repère X, Y, Z. Ensuite j'ai désactivé l'autoscale, j'ai mis une certaine échelle, j'ai créé une flèche, un capteur à l'aide de 3 boîtes, box, ici, donc là j'ai créé ça. À chaque fois c'est assez simple, hein. On a la taille, on a la position, on a la couleur, c'est assez simple. Et ensuite j'ai créé un cylindre pour représenter ma main, et ensuite un cylindre pour créer la partie basse du moteur, et j'ai souhaité un peu m'amuser, c'est-à-dire que j'ai voulu savoir si on pouvait prendre une pièce qui soit dessinée en CAO, par exemple ici la roue, je l'ai dessinée en CAO, voilà, et en fait, après exportation en STL, donc on fait enregistrer sous, ensuite on veille bien ici à mettre le format STL, et surtout dans les options ici, on met bien ASCII et non pas binaire, comme on l'indique sur le net. Donc bien en ASCII, on le voit parce que le fichier qui est généré comporte des fichiers texte assez clairs, et on va mettre une résolution grossière, et on va donc avoir un format de pièce qui va être comme ça, qui va ressembler en fait à ça, voilà. Il faut veiller à ce que ça ressemble à ça. Voilà. Une fois que vous avez généré ce fichier, en fait, justement, vous allez pouvoir utiliser une fonction qui est disponible sur le net qui permet de convertir ces triangles, parce qu'en fait le STL c'est une décomposition en triangle. On a une fonction ici qui va lire ce fichier texte précédent et qui va le convertir en un volume. Voilà, donc ça marche très bien, et donc j'ai utilisé cette fonction là, STL to triangles, avec le fichier roue STL que j'avais généré. Ensuite, à nouveau, j'ai mis sa position, sa couleur, sa taille, et je l'ai fait tourner parce qu'il n'était pas bien orienté. Après, le reste du programme est assez simple, c'est-à-dire que je ne vais rien faire de particulier, sauf que, alors dans le programme Arduino, je vais juste envoyer le temps, bon c'est pas nécessaire, mais la vitesse de mon moteur, et la valeur lue par le capteur infrarouge, qui est sur le port A0. Voilà. Ensuite, sur le programme Python, je ne vais rien faire de particulier, je vais lire la réponse, séparée par un point virgule, et je vais récupérer la vitesse du moteur et la position de ma main. J'applique une formule un petit peu inventée sur la distance évaluée de ma main, et je vais faire deux choses. Je vais d'une part animer le monde virtuel que je vais vous montrer juste après, avec ma main qui va devoir bouger sur la position verticale ici qui correspond à Y. Donc lorsque la position de ma main va varier, la position de ma main virtuelle va augmenter sur Y. Et je vais faire tourner aussi la roue d'un angle proportionnel à la vitesse de mon moteur. J'applique le PID et je vais commander en fonction de l'erreur entre donc la vitesse du moteur et la position de ma main, je vais générer la commande du moteur. Si je lance le programme, d'abord on voit que je peux afficher les commandes avec la fonction print, c'est assez pratique. Ensuite on voit ici qu'on a tout un tas d'options, notamment pour faire tourner le monde virtuel et zoomer. Et puis on voit ici que la position de ma main est restituée par la position verticale du cylindre. Et on voit donc qu'il y a un asservissement en vitesse du moteur réel, en même temps qu'une animation 3D dans VPython. Voilà, donc de quoi vraiment vous faire plaisir. Alors j'ai oublié de préciser que lorsque vous ouvrez donc la console VPython, en fait vous avez l'ouverture de votre navigateur internet qui vous ouvre un localhost avec une adresse qui est ici mise à jour à chaque fois. Et ça fonctionne pas avec tous les navigateurs, et d'autre part il faut, lorsque vous utilisez Python, Spider notamment, il faut aller dans les paramètres ici, il faut dans exécuter, il faut ne plus travailler dans la console actuelle mais travailler dans un terminal externe. Voilà, je vous ai montré qu'on pouvait faire quand même pas mal de choses en interaction entre Arduino et Python. Après c'est vrai qu'il y a d'autres solutions qui existent sur le net, qui sont plus ou moins abouties, on peut citer par exemple PyFirmata. Après une solution voilà, que je vous présente qui peut être très intéressante mais qui nécessiterait un tuto particulier, c'est ce qui est développé par Monsieur Hinault et qui passe je pense beaucoup de temps, c'est du MicroPython avec des cartes associées, les PyDuino. Et donc l'idée c'est de déployer le langage Arduino sous Python à l'aide d'une bibliothèque spécifique. Et c'est vrai que ça, si c'était opérationnel, parfaitement opérationnel, c'est vrai que ce serait une très bonne solution. Voilà, je vous laisse essayer tout ça.